tout à l'heure, lors du débat, vous avez parlé du lien, de la relation entre éducation et démocratie. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu sur cette thématique ? Oui, le débat portait sur la démocratie, les démocraties en péril. C'est vrai qu'on voit bien un peu partout dans le monde que les démocraties sont de plus en plus affaiblies, remises en question, que si je prends par exemple la France, vous avez un Français sur 4 aujourd'hui quand même qui dit que c'est sans doute pas le meilleur système, la démocratie, ce qui est fou quand même. Et donc toute la question c'est mais pourquoi et qu'est-ce qui les a affaiblis à ce point-là? Et je pense que l'une des choses qui les a affaiblis, c'est... enfin, il y en a deux. Il y en a une qui est la perception qu'ont les citoyens que ces démocraties sont inefficaces, c'est-à-dire qu'elles ne répondent pas à leurs problématiques. Et la deuxième chose, c'est le fait que la démocratie, c'est censé être un système dans lequel les gens peuvent débattre. Il y a une majorité qui se dégage, une élection qui acte cette majorité, et puis à la fin, après l'élection, tout le monde se met d'accord parce que c'est comme ça, on respecte les règles. Or, toutes ces règles-là, aujourd'hui, les gens les remettent en question parce que, en fait, ils ne veulent plus croire à un certain nombre de vérités qui sont présentées comme telles. La vérité qui provient des institutions, la vérité qui provient des médias, la vérité qui provient de tel ou tel parti politique auquel on n'adhère pas. Il n'y a plus de vérité objective. Chacun a ses vérités subjectives. Et donc, d'une certaine façon, on ne peut plus se mettre d'accord sur l'analyse d'une problématique, d'une réalité du pays, les résultats d'un vote, accepter les résultats de ce vote. Donc c'est ça, en fait, qui met en tension en permanence nos démocraties. Sans jeter complètement la pierre aux citoyens, c'était un peu le sens de mon propos tout à l'heure, parce que je pense que les citoyens en sont venus à douter à ce point-là de ce qui provenait des institutions ou des politiques, aussi parce que parfois on les a délibérément trompés, il ne faut pas l'oublier ça. Donc sans leur jeter totalement la pierre, je ne peux que constater néanmoins que dans cette remise en cause de la vérité entre guillemets, il y a beaucoup de désinformation, notamment par les réseaux sociaux, les algorithmes et tout ça, qui jouent un rôle. Et donc, face à cela, il faut quand même apprendre aux citoyens à développer, à aiguiser leur esprit critique pour se repérer dans ce monde de désinformation, pour ne pas se laisser avoir par n'importe quoi. Et c'est vrai qu'une partie de ce travail d'apprentissage du repérage se fait à l'école. L'éducation joue un rôle majeur pour aiguiser l'esprit critique des enfants, heureusement pour les enfants d'une certaine façon, parce que les adultes, eux, ils n'ont pas cette école qui pourrait leur servir à cela. Mais la question qu'on se posait, c'est est-ce que l'école fait en effet ce travail-là de préparer un futur citoyen avec un esprit critique, une capacité à penser contre soi-même, à investiguer pour trouver la bonne information, mais sans pour autant être complotiste à remettre en cause toutes les informations. L'école le fait d'une certaine façon parce que c'est dans sa raison d'être. L'école, elle est là pour faire prévaloir le savoir scientifique sur, y compris parfois les croyances, le sens du collectif sur l'individualisme, des choses comme ça. Mais elle ne le fait pas suffisamment parce qu'on ne lui donne pas vraiment les moyens de le faire. Parce que finalement, la meilleure façon de vous faire adhérer comme élève à la démocratie, aux valeurs de la démocratie, c'est de vous les faire vivre. Par exemple, si on dit que parmi les valeurs de la démocratie, il y a la pluralité, le fait de reconnaître les autres, de les respecter, etc., et de ne pas être dans la guerre de tous contre tous. Si on est dans des écoles qui vivent de moins en moins cette pluralité, parce que ce sont des écoles qui sont de plus en plus séparées, des écoles de pauvres, des écoles de riches, les élèves ne peuvent pas faire l'expérience de la rencontre des autres, de l'altérité, de la diversité, de la pluralité. Donc du coup, on pourra leur faire des leçons comme ça, non-stop, sur c'est important de respecter la pluralité, les autres, même s'ils ne vous ressemblent pas et tout ça. Mais s'ils ne voient pas les autres, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que, en fait, je pense que l'école est une formidable réponse à tous ces maux de la démocratie, mais qu'elle doit être aidée pour ça. Oui. Je voulais évoquer avec vous un autre sujet qui est
plus ou moins lié à cette thématique, c'est la question des Marocains à l'étranger. Vous êtes d'origine marocaine, vous êtes l'illustration de réussite des Marocains à l'étranger. Comment voyez-vous ce rapport ou bien ce lien entre le Maroc et ses fils et filles à l'étranger qui ont réussi et comment le Maroc peut-il exploiter par exemple, selon vous, ce potentiel qui est à l'étranger? D'abord, je trouve que le Maroc, généralement, l'exploite mieux que d'autres pays. Parce que le Conseil de la communauté marocaine de l'étranger, c'est quand même une structure maintenant qui date de bien 15 ans, il me semble. Plusieurs années en tout cas, et ça a été plutôt avant-gardiste, je trouve, pour maintenir des liens, pour valoriser, faire rayonner d'une certaine façon aussi les Marocains de l'étranger. Ce que j'ai constaté plus récemment, c'est que de plus en plus de Marocains installés à l'étranger décident de revenir s'installer au Maroc. Ce qui en dit long aussi sur l'évolution, je trouve, de ce pays et son rayonnement et le fait qu'il occupe une place de plus en plus importante et est perçu comme tel. Donc il y a un double phénomène, c'est-à-dire à la fois des gens en effet installés à l'étranger qui se disent après tout, voilà, et qui reviennent ici. Et puis il y a des gens qui sont nés ici et qui sont partis à l'étranger et dont on a pris conscience, je trouve, assez récemment, de ce qu'ils occupaient des fonctions absolument bluffantes un peu partout dans le monde. Par exemple, au moment de la crise du Covid-19, on a vu apparaître comme ça des éminentes personnalités scientifiques qui étaient aux États-Unis, au Canada, en Europe et tout ça, et dont on a pris conscience qu'elles étaient d'origine marocaine. Donc, en fait, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de prise de conscience de ce que, en fait, les Marocains sont assez discrets dans leur façon d'être au monde, en quelque sorte, mais ils y sont bel et bien. Et là, on est passé dans une autre étape où tout ça, maintenant, se lie. Il y a un récit général qui participe, je trouve, à la place du Maroc dans le monde. Et c'est pas un hasard si il s'est passé beaucoup de choses. Le Maroc aujourd'hui joue un rôle quand même prépondérant en Afrique. Il y a un développement économique qui est quand même assez remarquable. Sur la question, y compris, des demandes sociétales, des évolutions sociétales entre la réforme de la Constitution, quelques années en arrière, celle de la Moudawana, qui d'ailleurs est aussi en discussion en ce moment. Il y a quand même une capacité à prendre à bras-le-corps ces questions-là que lui envient, enfin, à mon avis, beaucoup des sociétés des autres pays qui nous entourent. Et même sur la question du sport, d'une certaine façon, avec l'équipe de foot et l'accueil prochainement de la Coupe du Monde, il y a quelque chose qui se joue. Donc je trouve qu'il y a un récit qui est en train, brique par brique, de se mettre en place pour dessiner un nouveau Maroc dont la parole, je trouve, dans ce monde sera très très précieuse. Parce qu'à l'échelle globale, il faut avoir conscience qu'on est dans une rediscussion de tout plein de règles qui ont jusqu'à présent prévalu en termes de nature du commerce mondial, financement du développement, lutte contre le changement climatique, des choses comme ça, qui ont été des conversations et des règles qui étaient plus aux mains du nord du monde que du sud. Et je pense que c'est toujours bienvenu quand un acteur du Sud arrive à faire jeu égal avec des acteurs du Nord et, ce faisant, devient un peu ambassadeur du Sud. C'est un peu vrai aussi, on peut le dire, d'un pays comme l'Afrique du Sud ou comme l'Inde. Voilà, c'est des puissances comme ça, et le Maroc, pour moi, est aussi dans cela, qui, petit à petit, s'impose sur la scène internationale pour redessiner les règles du multilatéralisme.